Donc, le dernier chapitre que nous allons traiter est le chapitre des tumeurs malignes bronchopulmonaires. Donc, la pathologie infectieuse, elle est très fréquente et peut-être grave. Malheureusement, la pathologie tumorale aussi est fréquente et bien sûr très grave. Donc, l'imagerie joue un rôle primordial dans la prise en charge des tumeurs malignes bronchopulmonaires durant tout leur parcours. Alors, pour le plan, nous allons d'abord traiter les tumeurs malignes primitives. Donc, ça va être l'introduction des généralités, aborder les différents moyens d'exploration pour aboutir à la sémiologie radiologique en traitant le signe direct qui est la tumeur en elle-même et puis les signes indirects qu'elle induit. Donc, pour les tumeurs malignes primitives, c'est-à-dire le cancer primitif du poumon, c'est une importante cause de décès chez l'homme. C'est quasiment des cancers les plus fréquents. Sa fréquence augmente aussi chez la femme. Et le facteur de risque connu et reconnu par tous, c'est le tabagisme. Même s'il y a des cancers qui ne sont pas liés au tabagisme, mais la majorité, l'extrême majorité, c'est en rapport avec des consommations tabagiques chroniques. La pollution atmosphérique, bien sûr, et des expositions professionnelles. Alors, c'est quoi le rôle de l'imagerie dans le bilan du cancer bronchopulmonaire? Il sert déjà à repérer une image anormale. Il permet aussi d'évoquer sa nature tumorale maligne, parce que devant une image, il faut être sûr, est-ce que c'est un cancer ou pas? Il permet de guider les prélèvements. On a déjà parlé de la biopsie scano-guidée. L'imagerie, elle permet de faire le bilan d'opérabilité, c'est-à-dire devant ce cancer, est-ce que c'est un cancer qui est étendu ou non? Est-ce qu'on peut opérer ou non, puisque la chirurgie reste pour la majorité des cancers pulmonaires le traitement de choix. Et puis, bien sûr, après le traitement, l'imagerie permet d'assurer une surveillance pour rechercher ou détecter une récidive à un stade précoce. Alors, donc, pour les circonstances de découverte, malheureusement, la majorité des cancers pulmonaires sont diagnostiqués à un stade tardif. Donc déjà, au cours, par une symptomatologie qui est déjà installée, qu'il s'agisse de signes respiratoires, à savoir une toux, une hémoptysie. Donc l'hémoptysie est un signe très révélateur de cancer bronchopulmonaire, de douleurs thoraciques, de dyspnée. On peut le découvrir à l'occasion de syndromes, des signes de compression, notamment un syndrome cave supérieur, une dysphagie. On peut le découvrir à l'occasion de lésions métastatiques, par exemple, un patient qui fait une douleur osseuse, et là, au niveau du rachis, si on détecte une métaosseuse d'un poumon, par exemple, un patient qui fait une métastase cérébrale, donc il va présenter des céphalées, et on fait le diagnostic d'abord de la métastase avant de faire le diagnostic du cancer primitif. On peut avoir un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire un ensemble de signes qui ne sont pas en rapport avec des métastases, mais qui sont rattachés à la pathologie cancéreuse, et la guérison de la pathologie cancéreuse entraîne la disparition de ces signes qui rentrent dans ce syndrome paranéoplasique. Parfois, ce qui n'est pas vraiment fréquent, puisque comme je vous ai dit, le cancer est détecté en général à un stade tardif, parfois la découverte peut se faire de façon fortuite, sans signe clinique, sur une imagerie qui a été faite pour autre chose, mais ça reste vraiment rare. Alors, les formes histologiques. Les deux formes histologiques les plus fréquentes du cancer bronchopulmonaire sont le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome, donc qui représentent la majorité des lésions histologiques. D'autres sont plus rares, donc
à savoir le carcinome à petites cellules, le carcinome bronchiolo-alvéolaire et les tumeurs carcinoïdes. Alors, quels sont les moyens d'exploration du cancer bronchopulmonaire? Donc, tout d'abord, la radiographie standard, c'est l'examen de base et de première intention. En général, un patient qui se présente avec une symptomatologie respiratoire, il faut toujours faire une radiographie standard. Mais il ne faut jamais s'arrêter là dans le cadre du cancer bronchopulmonaire parce qu'elle ne sert qu'à la détection des lésions et donc pour une bonne analyse, il faut toujours nécessairement faire un scanner qui reste l'examen irremplaçable en matière de imagerie de la pathologie tumorale thoracique. Donc, c'est un scanner qui est réalisé en coupe fine, C+, c'est-à-dire avec injection de produit de contraste qui va inclure tout le thorax et qui va descendre jusqu'au surrénal, qui doit inclure aussi les surrénales, puisque parmi les sites métastatiques fréquents du cancer bronchopulmonaire, nous avons les surrénales. Donc, en général, pour la majorité des cancers, ils peuvent métastasier au niveau du poumon, au niveau du foie, au niveau de l'os, au niveau du crâne. Les surrénales, c'est un siège particulier de métastase dans la majorité des cas en rapport avec un cancer bronchopulmonaire. Donc, toujours les inclure dans le champ d'exploration quand on suspecte une pathologie tumorale thoracique. Et là, on avait déjà dit ça, il ne s'agit pas de faire juste un seul plan d'examen, il faut faire ce qu'on appelle des reconstructions, donc un post-traitement, donc des reconstructions dans les différents plans, sagittal, coronal, pour essayer de voir la tumeur dans tous les plans, de voir de façon précise ses extensions et donc pour donner une bonne stadification. Alors, le scanner, donc, c'est l'examen incontournable pour l'analyse et pour l'étude du cancer bronchopulmonaire. Il permet le bilan d'extension, c'est-à-dire le bilan initial de la tumeur pour voir qu'est-ce qui se passe localement et puis qu'est-ce qui se passe à distance. Donc, on peut alors faire non pas uniquement une TDM thoracique, mais nous allons faire une TDM thoraco-abdominopelvienne à la recherche de métastases à distance. Il permet donc d'assurer le bilan d'opérabilité. Est-ce que cette tumeur est opérable ou pas? Et puis, après traitement, il permet le suivi. Donc, soit pour voir la régression des lésions sous chimiothérapie ou radiothérapie, ou s'il y a eu une guérison totale à la recherche de récidive. Donc, le scanner, c'est l'examen incontournable en pathologie tumorale thoracique. Pour l'IRM, ces indications, même si c'est une technique hyper performante, ces indications ils sont limitées à la recherche d'une extension vasculaire ou cardiaque quand on a une tumeur qui est proche du médiastin. Donc, quand on a un doute sur le scanner et on n'est pas sûr qu'il y ait une extension, par exemple cardiaque ou une extension vasculaire, on peut faire une IRM, bien sûr, en deuxième intention. Le scanner reste la base. Si on arrive à voir toutes les réponses sur le scanner, ce n'est pas la peine de passer à l'IRM. Mais s'il persiste des doutes sur le scanner, alors l'IRM peut être réalisé en deuxième intention. Et c'est la même chose quand on a une tumeur de l'apex pulmonaire, c'est-à-dire du sommet, les lésions du sommet. Alors, ces lésions, on peut, pour bien analyser l'extension pariétale, notamment postérieure au rachis, l'extension nerveuse au plexus brachial et parfois voir s'il n'y a pas une extension endocanalaire, on peut être amené à réaliser l'IRM. Mais comme j'ai dit, seulement si le scanner n'arrive pas à bien trancher sur une éventuelle atteinte de ces structures. Le PET scan. Le PET scan, donc c'est la tomographie par émission de positons, on en avait déjà parlé. C'est une imagerie qui est frontière entre la radiologie et la médecine nucléaire. Sa particularité, c'est que c'est une imagerie fonctionnelle. Elle nous montre la lésion sur le plan morphologique. Elle nous montre aussi comment elle se comporte, c'est-à-dire est-ce qu'elle fixe ou pas
Donc, pour dire est-ce qu'il y a des cellules tumorales ou pas. Après avoir injecté un produit, un traceur radioactif qui est en général le 18-désoxyfluoroglycose, qui est un apparenté au glucose. Donc, les cellules tumorales elles sont avides de glucose et donc s'il y a des cellules tumorales, elles vont avoir un caractère hyper fixant. Donc, voilà pour les moyens d'exploration. Donc, radiographie standard, surtout le scanner, l'IRM qui a des indications en deuxième intention et le PET scanner aussi pour rechercher la fixation tumorale et notamment aussi pour rechercher des localisations à distance. Admettons par exemple que nous avons fait un scanner, que la tumeur elle est opérable localement, qu'il n'y a pas vraiment de métastase à distance visible et qu'on va opérer. Alors, normalement, c'est une indication du PET scan parce que le PET scan est plus performant que le scanner. Il peut détecter des petites métastases à distance. Donc, si on va opérer, il vaut mieux faire un PET scan pour éliminer des petites métastases à distance et donc pour être sûr avant d'aller opérer le patient. Et pour ce qui est de la ponction biopsie transpariétale sous scanner, donc elle relève de ce qu'on a déjà dit, donc de la radiologie interventionnelle diagnostique. Avant de traiter une lésion, comme on avait dit, donc les traitements, que ce soit de la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est des thérapeutiques qui sont lourdes. Donc, il faut avoir une certitude de diagnostic histologique avant d'aller, par exemple, opérer, parce que en général, ça va être des chirurgies qui sont très lourdes. On va pas enlever uniquement la tumeur, on va enlever une partie du poumon. Donc, c'est soit un lobe. Donc, on va amputer la fonction respiratoire. Donc, il faut être sûr qu'effectivement, il y a du tissu tumoral et donc aussi voir c'est quelle tumeur pour pouvoir adapter le traitement. Donc, le scanner est la méthode de guidage de choix pour ces lésions. Donc, vous voyez ici sur cette image scanographique, vous avez ici l'aiguille de biopsie qui est introduite par voie transpariétale jusqu'à la lésion. Et alors là, on va faire notre prélèvement pour donner, pour avoir le type histologique. Donc voilà pour les méthodes d'exploration. Donc maintenant, nous allons passer à la sémiologie radiologique. Donc le cancer bronchopulmonaire, il va se présenter comment? Il va se présenter par des signes directs, qui est la tumeur en elle-même, et puis par ses répercussions, qui sont les signes indirects, et en général, ça va être des troubles de ventilation. Donc, l'aspect de la tumeur, elle va être variable selon son siège, c'est-à-dire un siège proximal ou central, comme dans cette vue macroscopique, ou plutôt une lésion périphérique. Donc, vous voyez ici une lésion centrale, et parfois, on peut avoir des lésions qui sont plutôt périphériques. Donc, une lésion centrale, elle va se traduire sur la radiographie thoracique sous forme d'une opacité pulmonaire de tonalité hydrique qui a des contours qui sont irréguliers. Vous voyez ici sur cette coupe macroscopique, donc des contours qui sont irréguliers, flous, voire spiculaires, avec un aspect en corona radiata et qui peuvent être reliés aux bulles pulmonaires par une image de tractus. Donc, la radiographie standard peut déjà nous montrer une opacité qui est de tonalité hydrique, qui est de plus ou moins grande taille, et dont les contours irréguliers spiculés peuvent nous dire « Ah, faites attention, c'est peut-être un cancer et on va passer au scanner ». Donc, cette masse, cette opacité de siège central, hilaire ou para-hilaire, comme vous voyez ici, elle a plutôt tendance à donner un envahissement médiastinal, puisqu'elle est plus proche donc, du médiastin. Le diagnostic de certitude, donc, parce qu'il faut toujours avoir une preuve histologique avant d'y aller. Donc, alors pour ces tumeurs centrales, il est toujours préférable d'avoir une preuve histologique non pas par voie transpariétale, puisque vous voyez que ces tumeurs qui sont quand même assez profondes, mais plutôt par voie endoscopique. Donc, on va faire une bronchoscopie et là, par voie, par endoscopie, nous allons aller voir
nous allons être à proximité de la tumeur et donc faire le prélèvement. Le fait de préférer cette voie par rapport aux voies transpariétales, c'est parce qu'il y a beaucoup de poumons sains à traverser. Et puis, vous savez très bien qu'au niveau de la région hilaire, il y a beaucoup de vaisseaux, donc de gros vaisseaux qu'on risque de léser. Alors, on préfère toujours aller par voie, par une bronchoscopie pour apporter le diagnostic histologique. Alors, pour le scanner, qu'est-ce qu'il va montrer? Donc, il va nous montrer, donc vous voyez ici, donc sur cette coupe scanographique en coupe axiale, un scanner, bien sûr, qui est toujours injecté. On injecte toujours le produit de contraste. Nous avons ici cette masse qui est de densité tissulaire. Donc, cette densité tissulaire avec un rehaussement qui est assez homogène après injection de produit de contraste, qui est de topographie hilaire ou para-hilaire. Vous voyez ici sur cette reconstruction toujours donc une image scanographique en reconstruction coronale. Vous avez ici la trachée, la bronche souche droite, la bronche souche gauche. Vous avez ici les vaisseaux donc qui sont rehaussés et vous avez la tumeur. Et regardez, elle vient ici un peu amputer la bronche souche droite. Donc c'est ça la tumeur pulmonaire avec hilaire, avec ces contours qui sont spéculés. Vous voyez sûrement la différence entre ces deux images. Donc ça, c'est un scanner et ça, c'est un PET scan. Vous voyez ici cette hyperfixation qu'on voit très bien en rapport avec une tumeur. Donc ce n'est pas exactement le même niveau de coupe. Ça, c'est un scanner, ça, c'est un PET et ce n'est pas le même niveau de coupe aussi. Et vous voyez qu'en plus de la tumeur, nous avons ici un autre foyer qui est hyper fixant. Alors, donc ça, c'était pour les tumeurs centrales. Pour les tumeurs périphériques, donc nous avions dit qu'elles vont être un peu plus loin du hile et de la région hilaire. Ça va être toujours à la radiographie standard des opacités denses à contours irréguliers. Le diagnostic, c'est une ponction biopsie transpariétale. Et en général, il s'agit plutôt d'adénocarcinome que de carcinome épidermoïde. Donc, la tumeur périphérique sur le scanner, puisque chaque fois qu'on fait une radiographie standard et on suspecte une lésion, il faut toujours nécessairement faire un scanner. Donc, alors, ça va se manifester comment? Sous forme donc, de cette masse donc, qui est tissulaire. Ces deux exemples. Donc là, c'est une tumeur du côté droit. Là, c'est une tumeur du côté gauche. Là, c'est un fenêtrage parenchymateux. Là, c'est un fenêtrage médiastinal. Donc, une masse tissulaire hétérogène, rehaussée après injection. Mais le rehaussement, bien sûr, est toujours moins important que le vaisseau. Là, il y a un important rehaussement vasculaire, mais là, c'est un rehaussement d'une structure tissulaire. Donc, puisque c'est une masse périphérique, il y aura plutôt un envahissement qui est pleural et pariétal. Donc, nous allons avoir, regardez ici, cette attache pariétale. Donc, cet envahissement pleuropariétal, il peut correspondre à une lyse osseuse costale ou un épaississement pleural. Et alors là, la biopsie, elle va être très facile puisque la lésion est accessible par voie transcutanée. Donc, le cas particulier des tumeurs de l'apex qui donne le syndrome de Ponkostobias, donc c'est des masses tumorales de l'apex pulmonaire. Donc, vous voyez sur cet agrandissement d'une radiographie thoracique de face, nous avons ici cette opacité apicale de lobaire supérieure droite. Là, vous avez la trachée et là, vous avez la clavicule. Donc, elles sont très pourvoyeuses de lyses costo-vertébrale. Donc, sur cette coupe, sur cette reconstruction coronale, vous voyez ici, donc, sur le poumon gauche, cette masse tumorale apicale. Donc, ces petits pointillés blancs que vous voyez ici, c'est les arcs costaux. Et regardez ici, on a une lyse costale. On a un risque d'atteinte vasculaire. Là,
c'est les vaisseaux sous-clavier et vous voyez que la masse est vraiment au contact des vaisseaux. Donc, il y a un risque d'atteinte nerveuse, d'atteinte vasculaire et aussi d'atteinte nerveuse, en particulier dans cette région, l'atteinte du plexus brachial. D'où l'importance, dans les cas où on a un doute, de faire une IRM. Donc, et vous voyez ici, sur cette séquence IRM sagittale, donc la tumeur, la voilà, avec le contact qui est très intime avec le rachis. Donc, les tumeurs de l'apex ont la particularité d'avoir des extensions costo-vertébrales, vasculaires, nerveuses, et dans certains cas, il faudra faire une IRM pour les infirmer ou les confirmer. Alors, nous passons à des formes particulières, parce que tous les cancers ne se présentent pas sous forme d'une masse dense, irrégulière, spéculée. Et il existe des formes qui sont un petit peu trompeuses. Et on en avait déjà vu quelques-unes. Donc là, on va parler de certaines formes particulières du cancer bronchopulmonaire. La première forme, c'est l'opacité alvéolaire traînante. Donc, toute lésion alvéolaire qui persiste malgré une bonne antibiothérapie, il faut craindre une pathologie néoplasique sous-jacente. Donc, vous voyez ici cette large condensation parenchymateuse avec un bronchogramme, donc des petites images aériques en son sein, une limite qui est ici, qui est nette, mais qui est un peu moins à ce niveau. Donc, c'est une opacité alvéolaire. Malgré le traitement, elle a persisté. On avait dit qu'après traitement, normalement, même s'il y a une guérison clinique, la guérison radiologique, elle survient 1 à 2, voire 3 semaines. Si au bout de ce temps, on a toujours une persistance de la lésion malgré une bonne antibiothérapie, il faut craindre un cancer. Et donc, parmi les formes trompeuses, c'est les formes alvéolaires, donc d'opacité alvéolaire traînante ou les formes pseudo-pneumoniques. Il y a aussi, donc ce que nous avons déjà vu, c'est l'opacité nécrosée ou excavée. Donc, le mécanisme, c'est une nécrose tumorale. En général, les lésions excavées sont en rapport avec un carcinome épidermoïde. Et alors là, on va avoir cette image cavitaire avec une paroi qui est épaissie et régulière et avec un contenu aéré. Et il faudra nécessairement chercher d'autres lésions sur le parenchyme, des adénopathies médiastinales, le reste pour un peu être sûr qu'il s'agit plutôt d'une pathologie cancéreuse. Alors, il y a des cas très difficiles où on n'a pas vraiment cette grosse masse tumorale irrégulière, où on a plutôt ça. Donc, un nodule solitaire, unique, qui pose problème. C'est-à-dire, si on arrivait à détecter tout le cancer à ce stade, ça aurait été très bien. Maintenant, quand on trouve une lésion nodulaire solitaire, il faut vraiment être sûr qu'il s'agit effectivement d'un cancer, parce qu'il ne s'agit pas de surtraiter un patient, donc de lui faire des explorations et même d'aller vers des gestes qui sont invasifs pour une pathologie bénigne, mais en même temps, il ne faut pas méconnaître une pathologie cancéreuse à son début où les chances de guérison sont les plus importantes. Donc, il faut être vraiment très attentif, il faut regrouper un ensemble d'éléments pour dire que, voilà, ça c'est un cancer et donc il faut aller traiter encore à ce stade où la lésion est petite, où il n'y a pas, et où il y a un meilleur pronostic pour le patient. Donc, une lésion nodulaire de petite taille, rechercher des signes de malignité, donc qui sont la taille, plus la lésion est grande, c'est-à-dire plus par exemple elle dépasse 10 mm, plus on a une probabilité de malignité, plus les contours sont irréguliers, comme dans ce cas, plus on a une probabilité de malignité. Quand il y a des microcalcifications, donc quand il y a un rehaussement, donc tous ces éléments sont à analyser pour dire, voilà, il y a un risque de malignité. Alors, parfois, on sera amené à faire un PET scan, parce que
comme je vous ai dit, les lésions tumorales, elles sont hyperfixantes parce qu'elles vident de glucose. Donc, le PET scan peut nous régler le problème en montrant cette hyperfixation qui témoigne d'un caractère en général tumoral. Sans rentrer dans des détails, juste ça c'est entre parenthèses, il faut aussi faire attention parce qu'il y a certaines pathologies inflammatoires qui peuvent fixer. Mais là, ce que vous devez retenir, c'est que au PET scan, il y a une fixation de ce qui est cancéreux. Et là, bien sûr, ça, ce n'est pas cancéreux. Ça, c'est une fixation physiologique au niveau du muscle myocardique. Donc, voilà pour le cancer bronchopulmonaire. Donc, je vous demanderai de connaître un peu l'aspect de la présentation du cancer bronchopulmonaire et connaître ces formes qui sont atypiques, c'est-à-dire la forme excavée, la forme pneumonique et le nodule pulmonaire. Donc, on a traité au cours de ce qui est passé un peu le signe direct, à savoir la tumeur en elle-même, comment elle va se présenter. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cas, ce qui attire notre attention, ce n'est pas la tumeur en elle-même, c'est plutôt les signes indirects qu'elle induit. Parce que ce qui va nous pousser, par exemple, à faire un scanner. Donc, on fait une radiographie thoracique, par exemple, et on retrouve ce que vous voyez devant vous, un collapsus. Et là, c'est ce qui va attirer notre attention pour dire, ah, il doit y avoir un problème, il doit y avoir quelque chose qui obstrue, un obstacle, et donc, nous allons faire un scanner. Donc, il faut faire attention pas uniquement à la détection de la masse tumorale, mais aussi à la détection de signes indirects qui peuvent être le témoin de l'existence d'une obstruction tumorale. Donc, nous en avons déjà parlé. Donc, le collapsus ou la télectasie, donc c'est un territoire qui n'est plus ventilé, d'accord, qui est lié à une obstruction d'une branche. Et en général, on va retrouver en plus de l'opacité rétractile, vous voyez ici, il y a une attraction de la scissure, nous avons une opacité proximale ici qui est en rapport avec un cancer bronchopulmonaire qui a entraîné une atelectasie du lobe supérieur. Donc, sur ce scanner, donc vous voyez ici l'atelectasie, donc il est triangulaire, à sommet hilaire et à base périphérique. Et vous voyez cette masse qui a un aspect différent donc de la télectasie. Si vous voyez ici, la télectasie est plus rehaussée que la masse qui paraît être un peu plus noire. Donc, ce collapsus est en rapport avec une obstruction par cette masse. Donc, ça, c'est bien sûr les structures vasculaires, donc l'aorte, l'artère pulmonaire et le reste. Donc, le collapsus est un signe indirect de tumeur obstructive. Et comme on peut avoir un territoire qui n'est plus du tout ventilé, on peut aussi avoir un territoire où il y a un gêne à l'évacuation de l'air, donc il y a un piégeage ou un trapping, donc de l'air qui va rester à l'intérieur d'un territoire donné, et ça va donner une hyperclarté anormale. Et bien sûr, nous allons toujours avoir une opacité. Donc, au lieu d'avoir cette opacité triangulaire en rapport avec la télectasie, nous allons avoir plutôt une hyperclarté, mais toujours avec l'opacité tumorale obstructive. Alors, voilà pour les signes indirects et indirects. Donc, après avoir reconnu l'existence d'un cancer, donc on se dit, ah, voilà, c'est un cancer. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le bilan d'extension s'appuie sur le scanner, qui est l'examen de base. Et comme on a dit, le PET scan peut avoir des indications particulières. Le scanner, il va analyser différents paramètres. D'abord, dans ce bilan d'extension, il y a un bilan d'extension local, ganglionnaire et à distance. Donc, pour le bilan local, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir est-ce que la lésion est unique ou multiple. Donc, est-ce qu'il y a uniquement le cancer ou il y a d'autres lésions parenchymateuses pulmonaires associées? La taille de la tumeur. La taille, c'est un élément très important pour la stadification. Donc, normalement, nous mesurons le grand axe de la tumeur
pour pouvoir un peu la classer et adopter le traitement adéquat. Le siège de la tumeur, est-ce qu'elle est lobaire droit, poumon droit gauche, lobaire supérieur? Donc, il faut préciser le siège de la tumeur. Et en fonction de la localisation de la tumeur, est-ce que c'est une tumeur proximale comme dans ce cas ou une tumeur distale? Il faut voir. Donc, pour les tumeurs proximales, il va y avoir plutôt un envahissement médiastinal. Donc, vous voyez ici cette tumeur, donc cette masse de densité tissulaire qui envahit de façon très franche le cœur. Donc, il y a un envahissement cardiaque. Et là, on peut avoir aussi un envahissement, donc, comme dans ce cas, un envahissement vasculaire. Donc, ça, c'est le tronc de l'artère pulmonaire. Ça, c'est l'artère pulmonaire droite. Ça, c'est l'artère pulmonaire gauche. Vous avez un envahissement de l'artère pulmonaire droite. Cette tumeur, elle s'insinue au niveau de la graisse médiastinale. Donc, ça, c'est au niveau de la région carinaire. Et donc, il y a un contact intime avec la veine cave supérieure. Donc, le scanner, il va analyser de façon précise les contacts avec les organes médiastinaux quand il y a une tumeur proximale. Pour annoter aussi l'existence ici d'un épanchement pleural, ici de faible abondance et ici un peu plus important. Donc, quand la lésion est pariétale, il y aura plutôt périphérique, il y aura plutôt une extension pleurale et pariétale. Donc, vous avez ici cette masse qui est plutôt périphérique. Nous avons mesuré, elle fait quasiment dans les 5 cm. Vous voyez ici, on peut avoir, comme j'ai dit, une atteinte pleurale ou une atteinte pariétale. Donc, pour l'atteinte pleurale, on peut avoir un épanchement liquidien qui peut être juste, donc il s'agit juste d'un épanchement liquidien isolé, comme on peut avoir un épaississement des feuillets pleuraux. On peut avoir aussi une extension pariétale franche, comme dans ce cas, vous voyez, il y a la densité tumorale qui s'étend au niveau des muscles de la paroi, donc des parties molles. On peut avoir aussi une lise costale adjacente. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut analyser de façon précise. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le bilan local. Donc, la tumeur et ses extensions en fonction de sa localisation. Si c'est une lésion proximale, c'est une extension médiastinale. Si c'est une lésion périphérique, c'est plutôt une extension pleuropariétale. Alors, après l'extension locale, c'est le bilan ganglionnaire. Le bilan ganglionnaire, les cancers bronchopulmonaires, c'est des lésions qui donnent des adénopathies, surtout au niveau thoracique, donc médiastinale, comme dans ce cas. Vous avez ici une adénopathie qui est sous-carinaire. La masse tumorale, elle est là, elle est à droite. Ou on peut avoir des adénopathies hilaires. Donc, vous voyez ici plutôt une adénopathie interbronchique. Et là, vous avez la masse tumorale. Donc, le critère sur lequel on s'appuie pour dire est-ce qu'il y a une adénopathie ou pas, c'est le critère taille. C'est-à-dire, on va mesurer le petit axe du ganglion. Si elle dépasse 10 mm ou 1 cm, on parle d'une adénopathie. Alors, le bilan à distance, c'est un bilan général qui va rechercher des métastases. Donc, il faut vraiment être très minutieux dans la recherche de métastases et l'imagerie va être différente. Donc, on doit explorer le poumon homocontrellatéral, comme on a dit, les surrénales, le crâne, le foie, l'os, le corps entier en général. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire surtout un scanner. C'est un scanner qui est en général suffisant. Et dans certains cas, on peut amener à faire soit une IRM, soit un PET scanner, parfois une IRM corps entier dans certains cas, mais c'est plutôt le PET scan. Donc, retenez juste que c'est le scanner qui est un peu réalisé dans la majorité des bilans d'extension à distance. Donc, voilà des exemples de métastases. Donc, voilà, coupe scanographique axiale qui se projette au niveau de la région abdominale haute. Vous avez ici le foie. Ça, c'est la rate. Donc, sur le foie, ça, c'est du parenchyme sain. Et vous voyez plein
de lésions nodulaires. C'est un foie truffé de métastases hépatiques. Alors, il y a aussi une atteinte surrénalienne gauche que vous voyez ici, donc ce nodule surrénalien. Alors, sur cette autre coupe scanographique, vous voyez donc les deux surrénales, les deux masses surrénaliennes. Comme j'ai dit, les métastases surrénaliennes sont très fréquentes au cours du cancer bronchopulmonaire. Là, c'est une reconstruction sagittale en fenêtrage osseux. Donc, vous vous rappelez, l'analyse du scanner, on l'a fait en fenêtrage parenchymateux, médiastinal et osseux. Donc, ça, c'est un rachis. Donc, le rachis lombaire, rachis dorsal, et donc le rachis dorsal. Et vous voyez, donc, où est-ce qu'il y a une atteinte osseuse. Si on considère que ça, c'est une lésion, c'est une vertèbre qui est normale, si vous faites attention à ce niveau, nous avons des lises osseuses qui sont étagées au niveau du rachis dorsal, donc des lésions lithiques avec un risque d'extension endocanalaire qui va être mieux analysé sur l'IRM. Donc voilà une autre atteinte lithique osseuse. Donc le scanner, il permet un bilan à distance quand on réalise une TDM thoraco-abdominopelvienne. Donc, au terme de ces bilans, ce qui est important, c'est de classer le cancer en fonction donc, de sa taille, de l'envahissement, des adénopathies, des métastases, pour aboutir à ce qu'on appelle la classification TNM. Cette classification TNM, le T, c'est tumeur, le N, c'est nodes, c'est adénopathie, et le M, c'est métastasis, c'est les métastases. Donc, en fonction de cette stadification, on va donner un traitement, donc c'est codifié. On sait par exemple que le stade 1, c'est la chirurgie, le stade 4, c'est la chimiothérapie. Et donc, ça va être facile pour l'oncologue qui va prendre en charge le patient. Et donc, dans ce bilan, on a recherché bien sûr tout ce qui est contre-indication opératoire, à savoir un envahissement, par exemple, c'est juste des exemples, un envahissement bronchique, un envahissement médiastinal, des métastases, ou quand il y a déjà des poumons qui sont malades, où il y a beaucoup d'emphysème pulmonaire, et donc ça va un peu être la chirurgie ou ne va pas être possible puisqu'on va encore amputer le patient de ses capacités respiratoires déjà qu'il y a beaucoup d'emphysème pulmonaire. Donc, après avoir traité, il faut toujours faire le suivi. Donc, ce suivi doit être régulier selon un timing qui est particulier. Le bilan, en général, il peut s'appuyer sur différents moyens, mais le principal, c'est la TDM thoracique et non pas pulmonaire. C'est la TDM. En général, on fait une TDM thoraco-abdominopelvienne, donc à la recherche d'une récidive locale, mais aussi à la recherche de métastases à distance. Donc ça, c'est important. Donc c'est le scanner qui permet de faire ce suivi. Donc, je vous donne ici cet exemple. Vous avez cette coupe scanographique. Nous avons une sorte de collapsus, une plage triangulaire sommet hilaire et base périphérique, mais on n'arrive pas vraiment à voir la masse tumorale. Alors, quand on fait le PET scan, la fixation est nette. Donc, ce qui est tumoral, c'est uniquement ça. Le reste, c'est le signe indirect, c'est-à-dire le collapsus. Bien sûr, ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de bien classifier la patiente le patient ou la patiente, au lieu de considérer que tout ça est tumoral et donc donner une taille erronée et donner des rapports erronés. Donc la tumeur est uniquement là. Donc ça va être une stadification plus précise. Et par exemple, si on a un traitement par radiothérapie, au lieu d'irradier tout ça, et on sait tous que la radiothérapie a des effets qui sont quand même importants, des effets sur les tissus avoisinants. Donc, le champ de la radiothérapie va être très limité, donc elle va être ciblée, elle va donc préserver toutes les structures à côté. Donc, c'était juste pour montrer un peu l'importance du PET scan dans certaines indications, puisque cette imagerie fonctionnelle, elle permet de mieux détecter ce qui est cellule tumorale.
Donc voilà pour les tumeurs bronchopulmonaires primitives. Nous allons dire un mot rapidement des métastases. Donc, les métastases, vous connaissez tous, elles sont très très fréquentes. Donc, dans la genèse des cancers, parmi les particularités des cancers, c'est le fait de disséminer à distance. Donc, cette dissémination est le plus souvent hématogène. C'est pour ça qu'on a un peu des métas un peu partout. Et c'est pour ça, par exemple, que parmi les principaux sites métastatiques il y a le poumon, qui est un filtre de toute la circulation, donc tout le sang de l'organisme, il passe par le poumon. Il y a aussi le foie, où il y a aussi un passage de tout le sang, donc de toute la circulation digestive, péritoniale. Donc, il y a une dissémination par voie hématogène ou parfois lymphatique. Donc, pour la recherche de métastases, la radiographie n'a pas vraiment d'intérêt. C'est le scanner qui est le plus performant parce qu'il nous permet d'analyser des choses même plus petites. Donc, tous les cancers, ils peuvent donner des métastases pulmonaires. Tous, n'importe quel cancer peut donner des métastases pulmonaires parce que, comme on a dit, le poumon est un filtre. Mais les plus fréquents, c'est le poumon, c'est le cancer bronchopulmonaire, c'est le cancer du sein, tous les cancers digestifs, cancer du rein, la prostate et le reste. Mais c'est le poumon et le sein qui donnent le plus de métastases pulmonaires. Alors, comment ça va se présenter? Donc, ça va se présenter parce que vous connaissez, donc par des opacités nodulaires qui peuvent être de tailles différentes. Donc, on peut avoir l'aspect en millière, donc très très petit, un grain, un semis qui est très fin. On peut avoir une seule lésion, donc on va analyser pour dire est-ce qu'elle est maligne ou pas. On peut avoir cet aspect d'atteinte diffuse, multiple, bilatérale, qui sont disséminés au niveau des deux émissions pulmonaires. Et il s'agit de nodules nets et réguliers qui ont une taille variable. Et c'est ce qui donne l'aspect en lâcher de ballon. Donc, vous voyez ici. Donc, sur la radiographie thoracique, on arrive à voir plusieurs opacités nodulaires qui sont plutôt au niveau de la base. Il y en a ici aussi une. Mais c'est le scanner qui nous permet d'encore mieux analyser la disposition et le nombre et la taille de ces lésions. Donc, vous voyez ici, donc, différentes lésions nodulaires de tailles différentes. Vous voyez celle-là, à contour très net. L'autre, elle est en paracardiaque. L'autre qui est très petite, périphérique. Donc, ça, c'est du côté gauche. On en a une qui est plus postérieure du côté droit. Une qui est périphérique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'atteintes. Et ça, c'est uniquement un seul plan de coupe, puisqu'on a dit qu'on fait des coupes serrées. Donc ça, c'est sur un seul plan de coupe, nous avons au moins 6 ou 7 lésions nodulaires en rapport avec des métastases pulmonaires. Maintenant, donc, quand c'est multiple comme ça, c'est facile de dire qu'il s'agit effectivement de métastases. Le problème se pose comme pour le cancer primitif quand il s'agit uniquement d'une seule métastase. Alors, surtout quand le cancer, localement, il peut être chirurgical, il peut être traité. Admettons qu'on ait un cancer, par exemple, du sein, donc qui est opérable, qu'on va opérer. Et donc, si la maladie est locale, les chances de guérison sont très élevées. Et on retrouve cette image nodulaire unique. Donc, ça va être très, quand même, délicat de confirmer le caractère métastatique. Il faut s'assurer donc effectivement des critères de malignité, faire un PET scan, faire une biopsie quand c'est accessible, faire une biopsie scano-guidée avant de conclure à un caractère métastatique parce que la métastase, elle va transporter le malade d'un cas qui est localisé où on peut être vraiment curatif à un cas de métastase où les chances de guérison vont être amoindries et même les traitements vont être très différents. Donc, quand la métastase pulmonaire est unique, il faut vraiment être attentif avant de la confirmer. Donc, ça, c'est les images des lésions nodulaires simples qui sont en rapport avec des métas. Alors,
Comme pour le cancer pulmonaire primitif, on peut avoir des lésions qui sont atypiques. Donc, on peut avoir des métastases qui sont cavitaires ou excavées. Et en général, c'est des cancers épidermoïdes, qu'il s'agisse des cancers épidermoïdes de la sphère ORL ou des cancers génitaux de la femme. Ou parfois, les sarcomes, notamment sous chimiothérapie, ils peuvent donner des lésions cavitaires. Les calcifiés, donc les métastases calcifiées, elles sont rares, mais on peut les voir aussi soit sous chimiothérapie, donc quand un patient est déjà sous chimiothérapie et on a l'apparition de calcification, soit qu'il s'agit d'un carcinome, d'un ostéosarcome. Principalement, les sarcomes donnent des métastases calcifiées. Donc, à côté de ces formes nodulaires, il y a ce qu'on appelle les lymphangites carcinomateuses. Les lymphangites carcinomateuses, donc, si vous vous rappelez, nous l'avons étudié au cours du syndrome interstitiel. Donc, il y a cet aspect d'épaississement des septa interlobulaires qui dessine le polygone, donc cet aspect triangulaire du lobule de Miller. Donc, cet épaississement des lignes septales peut être associé à un épaississement péribroncovasculaire. Et quand on voit un peu cet aspect, c'est en faveur d'une lymphangite carcinomateuse. Alors, voilà, nous avons conclu avec ce chapitre de pathologie tumorale aussi.